Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour d'Espagne et puis on va faire une présentation de l'étape numéro 7, première grosse étape de montagne. L'étape numéro 7, il faudra faire vraiment attention, c'est une étape qui va faire mal normalement aux pattes. On commence donc étape numéro 6, on fera bien entendu le bilan des bleus, les tops et les flops, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics. Tiens, pour l'étape numéro 7, est-ce que vous avez pensé de cette étape numéro 6? N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. On va prendre une petite respiration, on va se concentrer donc sur l'étape du jour, l'étape d'hier plutôt, on va y arriver. C'est compliqué. L'étape numéro 6. Étape donc qui était assez spectaculaire, hein. On avait une première partie d'étape en faux plat descendant, puis après une grande portion de plat où on passait notamment à côté de Valence, on récupérait des routes le long du bord, enfin pas très loin du bord de la mer, et puis on arrivait du côté de Cullera à l'alto de la Montagna, une côte de 1,9 km mais à plus de 9% de moyenne. Eh bien, sacrée étape, ça n'a pas débranché de la journée, un début de journée très difficile, ça a mis plus de 50 km avant que l'échappée se sorte, forcément une échappée avec des coureurs assez costauds quand même, notamment un certain Magnus Cort Nielsen, mais pas seulement. Voilà, on avait une échappée quand même de baroudeurs. Bah, quand ça galère pendant 50 km à sortir, une échappée, normalement, ce ne sont pas des branquignoles qui sortent, hein. Ce sont des coureurs qui ont un minimum de force physique. Et puis, on a eu ensuite, donc cette échappée s'est formée, elle a pris très vite de l'avance. Et puis ensuite, ça a roulé pas mal fort, beaucoup de tension encore dans le peloton, notamment avec le vent. Il y a eu plusieurs moments où vous avez eu des tentatives de coups de bordure qui n'ont pas fonctionné au final, mais le peloton était assez tiré avant d'arriver à l'alto de la Montagna du Cullera où l'échappée n'avait que 28 secondes d'avance. Et pourtant, c'est un coureur de cette échappée qui s'est imposé, Magnus Cort Nielsen. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, ça n'a pas été une journée incroyable, hein, on va pas se mentir. On va commencer par le maillot rouge, Kenny Elissonde. On a senti assez vite quand même dans cette étape que du côté de chez Trek, bon, on était content d'avoir le maillot rouge, mais que si on le perdait aujourd'hui, on serait pas triste. Et que Kenny Elissonde, je crois que c'était fait à l'idée. C'est un maillot rouge quand même bizarre, hein, faut quand même le dire. Hier, il s'attendait pas à l'avoir. Il l'a eu une journée, je pense qu'il a bien profité de son maillot rouge. Après, voilà, demain il repart au charbon. Très clairement, Kenny Elissonde, voilà, il reprend son rôle d'équipier, mais je pense qu'il a bien profité de cette journée. Voilà, bon, ils ont contrôlé un petit peu en début d'étape, mais ils n'ont pas eu tant que ça à contrôler non plus, vu que c'était très très animé. Et puis ensuite, il y a très vite la Movistar qui s'est mis à l'avant de la course, EF, enfin les équipes de leaders, Ineos également, Jumbo. Ce qui fait qu'ils n'ont pas consommé beaucoup de coureurs aujourd'hui. Ça a été une journée presque normale pour la Trek. Et du côté de Kenny Elissonde, il l'a dit en interview, il fallait que je perde du temps. Si je veux pouvoir ressortir en échappée, il fallait que je perde du temps. Et dès que j'ai vu que j'étais pas dans le coup, que j'avais pas des jambes fantastiques, j'ai pas vraiment forcé mon talent pour atteindre l'arrivée. Donc maintenant, Kenny Elissonde est, je crois, à 3 minutes. Que je revérifie du côté de la Trek. Kenny Elissonde, oui, il a perdu 4,30. Donc voilà, il a 4,30 de leader, donc ça commence à être très intéressant pour lui pour pouvoir repartir en échappée. On continue du côté des Français avec Geoffrey Bouchard, qui a perdu du temps, 47 secondes aujourd'hui. Geoffrey Bouchard, derrière notamment Clément Champoussin. Il n'a pas réussi à suivre le rythme. Geoffrey Bouchard, c'est... Ouais. C'est pas un début de Vuelta idéal, quoi, pour jouer le général d'une course comme celle-là. Vu qu'il est 29e, il est derrière notamment Rudy Mollard, il est derrière également Clément Champoussin. Donc on va voir désormais qui sera le leader de cette formation, parce que Geoffrey Bouchard normalement devait être le leader et Champoussin devait l'aider pour le général, sauf qu'on s'aperçoit que y en a un qui a 2,44 de retard, c'est Champoussin, qui peut faire un top 5 du côté du maillot blanc, et Geoffrey Bouchard il est déjà à 3,31, c'est-à-dire 40 secondes derrière. Donc ça va être une grande réflexion à avoir dans cette équipe AG2R. On rappelle que Lilian Calmejane est toujours dans le top 5
Dans le top 10, pardon, avec la 8e place, il a perdu 5 positions au classement, mais ce n'est pas catastrophique pour Lydian Kalmejane. Donc voilà, il y aura une vraie réflexion à avoir du côté d'AG2R pour savoir ce qu'il va falloir faire dans les jours à venir. J'ai pas parlé de Guillaume Martin, mais qui a encore perdu du temps. Désormais, il a 5 minutes. Ça commence à être intéressant pour aller chercher une échappée du côté de Guillaume Martin, peut-être dès aujourd'hui, avec une étape où il y aura beaucoup de points à marquer, notamment pour le classement de la montagne. Et puis je termine avec Romain Bardet. Je suis pas beaucoup plus rassuré par Romain Bardet depuis sa chute d'avant-hier. On nous a dit qu'on lui a remis le genou dans l'axe, c'est-à-dire qu'il avait plus le genou dans l'axe. C'est pas très rassurant quand même. Et il a fini très loin. Romain Bardet. Oui, là c'est le classement général. Je me disais bien parce qu'il a fini dans les derniers hier. Romain Bardet, il a perdu 12 minutes encore. 13 minutes, voilà, Romain Bardet, il a fini notamment avec Arensman et des mecs comme Conor Brand et Yann Hirt. Donc voilà, 13-01 avec Michael Nieve aussi qui était pris dans cette même chute. Donc du côté de Romain Bardet, j'ai peur que cette Vuelta soit très compliquée et qu'il ne récupère jamais l'état de forme qu'il avait, notamment sur le Tour de Burgos. Attaque de Marlou! On passe aux coureurs au top. Du côté des coureurs au top, je commence avec Magnus Cort Nielsen. Quelle victoire de Magnus Cort Nielsen quand même aujourd'hui. Parce qu'il a été impressionnant, le coureur danois, avec cette victoire. Il avait déjà pris une belle 3e place lors de l'étape numéro 4 du côté de Molina des Aragon sur le plat. Vainqueur aussi d'une étape l'année dernière, hein. Une ou deux, je ne sais plus. L'année dernière, une étape, c'était l'étape de Ciudad Rodrigo, et puis vainqueur de 2 étapes en 2016. Il a quand même, sur la Vuelta, un sacré palmarès, ça il faut dire, parce qu'il avait remporté l'étape de Madrid et l'étape de Gandila. C'est un peu là même on l'avait repéré, hein. À l'époque en 2016 chez Orica, voilà, c'était sa 2e saison complète chez Orica Greenedge, et on s'était dit tiens, c'est pas un coureur qui a l'air d'être mauvais, ce petit Magnus Cort Nielsen. Et je m'aperçois quand même qu'il a un beau palmarès, 2 victoires sur Paris-Nice, 1 victoire d'étape sur le Tour de France, 4 victoires sur le Tour de Danemark, 2e de la Rye London Classic, d'une étape du Big Bang Tour, de la Classica de Almeria, 2e du Tour de Dubaï en 2018, du Tour de Danemark en 2016, 3e d'une étape du Tour de France en 2021, 8e de Milan-San Remo en 2018. Il lui manque pas grand-chose pour avoir un super palmarès et pour être vraiment, je pense, pour avoir la même notoriété notamment qu'un Kasper Asgreen au Danemark. Mais sacré coureur quand même, Cort Nielsen, parce que moi quand je vois que l'échappée n'a plus que 28 secondes d'avance, je me dis c'est mort. Je me dis c'est mort parce que vu la difficulté de la montée finale, on savait que c'était 2 km avec beaucoup de pourcentage, je me suis dit ça va être compliqué. En plus ils ont bouffé du vent, à un moment du vent de face dans le final, dans les 10 derniers kilomètres. Enfin voilà, ça va être très compliqué. Mais je pense qu'ils ont très bien joué avec le peloton, cette échappée-là. Parce qu'on a vu l'échappée, le peloton a eu beaucoup de mal à récupérer les coureurs qui étaient dans cette échappée. Et puis Cort Nielsen, bon, ça reste un sacré coureur encore une fois, mais je me suis dit, putain, là, il n'y a pas assez d'avance, Et il m'a fait mentir, Cort Nielsen. Alors ça ne s'est pas joué à grand-chose avec Roglic. Roglic qui a eu la classe de lui laisser la gagne, parce que je pense qu'il était capable de lui passer devant Roglic, mais il a eu la classe de lui laisser la gagne. Et puis, ouais, en sacrée étape de la part de Magnus Cort Nielsen, parce que partir à 700 mètres de l'arrivée, j'en baille. Sur une étape qui s'est courue à plus de 45 de moyenne, sacré bonhomme quand même, hein, Cort Nielsen, hein, c'est plus de 45 de moyenne. Alors je sais bien que la majorité de l'étape c'était du plat, mais ça montre quand même que ça roulait très très vite dans cette étape numéro 6. On continue avec les coureurs au top, avec bien entendu Pogačar, avec Roglic, avec Primož Roglic. Dans le même temps que le vainqueur, il a creusé quand même un petit écart sur Bernal, 8 secondes, un peu plus sur d'autres coureurs, mais il a
Il a surtout montré qu'il était extrêmement fort, Primož Roglič, si on en doutait encore après le contre-la-montre. Mais il a montré vraiment de très très belles qualités physiques. Et sur une arrivée qui était peut-être pas forcément celle qui lui convenait le mieux en plus. Parce que c'est pas un pur puncher quand même, Roglič. Alors, il se débrouille, hein, bien entendu. Il a été notamment vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Mais Liège-Bastogne-Liège, c'est déjà la classique ardennaise qui convient le mieux aux grimpeurs. Ce qui est fort quand même sur cette étape, c'est que il part, personne ne peut le revoir, c'est-à-dire personne n'arrive à le suivre. Hein. Il a vraiment fait mal à beaucoup de coureurs et mentalement, parce que les Movistar, hier ils s'attendaient à jouer la gagne quand même. Hein. Il s'attendait à mettre une peignée à tout le monde et au final André Lopez il est 9ème, je crois qu'Henrik Mas est 5, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence, surtout sur Roglič qui a fait très très mal. On pourra mettre également au top Vlasov, le coureur d'Astana qui partira chez Bora l'année prochaine, mais 4e de l'étape. Il fait pas de bruit, Vlasov, hein, depuis le début de ce Tour d'Espagne. Mais il est présent, tous les jours il est là, tous les jours il fait sa petite étape, il fait son petit parcours. Il a fait un peu pareil sur le dernier Giro, hein, c'est-à-dire qu'il finit 4e mais sans qu'on l'ait énormément vu durant toute la course, mais il fait son petit bonhomme de chemin. Cette année il a décidé de courir de cette manière. 2e également du Paris-Nice, hein, cette année, hein, il y a vraiment de très très bons résultats, hein, vainqueur du championnat de Russie du contre-la-montre, un peu moins bien sur les Jeux Olympiques, mais il avait pas couru pendant un mois, et puis les conditions climatiques ne l'aidaient pas forcément. 3e du Tour des Alpes aussi, 10e du Tour de la Provence, 6e de la classique de l'Ardèche. Sacré petit palmarès quand même, hein, cette année pour Vlasov. Et là, il a vraiment été très très bon. Hein. Il a très bien couru. Et là encore, une fois, toujours un petit peu caché, le coureur russe. Voilà, c'est un peu sa technique cette année. Je fais peu de vagues, je me cache un petit peu, mais j'arrive à faire des beaux résultats au niveau du palmarès. Et puis je voulais mettre également la 3e place de Badjoli. Ce qui fait que j'ai mis les 4 premiers du classement, mais je m'attendais pas à Badjoli aujourd'hui, hein. Sur cette étape-là, je m'attendais plutôt à Mauri Van Sevenant. Alors Badjoli, c'est pas un coureur que je connais énormément, même si je l'avais vu faire 3e de l'étape du Tour d'Espagne l'année dernière, il m'avait impressionné, mais c'est vrai que cette année je l'ai peu vu. J'ai pas regardé notamment le Tour de l'Ain et le Tour de Wallonie, et il a très peu de jours de course parce qu'il a pas couru pendant 4 mois. Entre le Trofeo d'Aguila lorsqu'il a abandonné et le Tour de Wallonie, voilà, il n'a pas couru pendant 4 mois. Vainqueur de la classique de la Drôme cette année, Badjoli, mais sur un parcours comme ça, je m'attendais pas à ce qu'il finisse quand même dans le top 3. Je pensais que Van Sevenant serait meilleur, mais j'ai l'impression que Van Sevenant, les jambes ne sont pas dingues, ce qui peut arriver, hein. Il a fait beaucoup d'efforts en première partie de saison aussi du côté des classiques belges. Mauri Van Sevenant, et je m'attendais pas à Badjoli en fait, tout simplement. Je m'attendais pas à ce coureur là. Après il est en forme, hein, on l'a vu notamment sur le chrono, mais sur une étape avec une arrivée comme ça, 2 km, je pensais que ça serait un peu trop dur pour lui, et non, il s'en est très très bien sorti, le coureur italien, donc chapeau. Le frère de Nicolas Badjoli, hein, qui roule chez BNB Hotel. Donc voilà, belle perf pour Andrea et coureur très prometteur, hein, parce que 23 ans seulement, 22 ans même, Andrea Badjoli, 99, donc ça va être très intéressant dans les années à venir. On passe au flop aujourd'hui. 2 flops pour cette étape. Je commence avec Mikel Landa. Début de Vuelta pas dingue, hein, de la part de Landa. Il est déjà à la minute au général. Là il finit dans le groupe à 27 secondes avec Carapaz et Louis Mentiès et Fabio Aru, donc pas forcément des mecs qui vont jouer le général.
L'Armada Bahreïn a quand même encore beaucoup bossé pour un résultat assez moyen. Je pense qu'il y a des coureurs qui ont commencé à s'impatienter. Et du côté du directoire également de la Bahreïn, on va commencer à s'impatienter parce que Landa, ça fait depuis quelques années qu'on aimerait qu'il fasse mieux que top 10, très clairement sur les grands tours, et qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là. Pourtant, il a déjà fait des bons résultats sur des grands tours, mais là, ça ne veut pas, tout simplement. Il y a une sorte de blocage pour, j'ai envie de dire, rentrer sur le podium des grands tours. Il lui manque un podium sur un grand tour. Et là, c'est vrai que sur ce début de Vuelta, pour le moment, c'est pas incroyable. Pourtant, les jambes sont là. Il a gagné le Tour de Burgos, Landa. Donc c'est ça qui est difficilement compréhensible. Dernière année de contrat en plus, chez Bahreïn. On ne sait pas où il ira l'année prochaine. C'est peut-être ça également qui le perturbe un petit peu, c'est le fait d'avoir des appels pour gérer ses contrats pour l'année prochaine. C'est vrai que ça peut peut-être perturber, mais pour l'instant, il n'est pas incroyable. Et c'est vrai que son année, elle n'est pas catastrophique, mais je pense que du côté de chez Bahreïn, la direction de Bahreïn, on s'attendait peut-être à mieux pour le coureur espagnol. Et puis je termine avec Ciccone. C'était un type d'arrivée où il devait être plus devant. Il finit 12e, Ciccone, de cette étape. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu mieux. C'est quand même un coureur qui a beaucoup de punch, Giulio Ciccone. Un peu déçu en fait par Ciccone depuis son retour, depuis sa blessure sur le Tour d'Italie. Les faux, je l'ai vu. Alors je ne l'ai pas vu moi, sur la route d'Occitanie, mais notamment aux Jeux Olympiques, au circuit Getxo. Je ne l'ai pas trouvé dingue. Est-ce que c'est la condition physique qui n'est pas parfaite? Mais là, je me dis, c'est le type d'arrivée où il doit être au niveau de Matthews et de Bernal, à 8 secondes, et il est 20 secondes derrière. Donc c'est là où c'est frustrant pour moi, je trouve. Alors, c'est pas catastrophique. Pour un moment, il est 7e au classement général à 58 secondes. Donc il est vraiment toujours en bagarre avec les mecs pour le podium. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je m'attendais à mieux de Giulio Ciccone. C'est pour ça que je suis déçu. On passe à l'étape numéro 7. Le profil, tout de suite à l'image. On part de Gandia pour aller à Balcón de Alicante. Et c'est une étape de 152 km, donc très courte, mais alors très punchy. Notamment, on démarre assez vite avec une côte de première catégorie, le Puerto de la Cuna. 9 km 4 à 6,2% de moyenne, ça sera dès le sommet au kilomètre 16,5, donc c'est-à-dire au bout de 6 km de course. Donc l'échappée devra sortir dans cette côte-là. On aura ensuite le Puerto de Bineloba, 3 km à 3,6% de moyenne au kilomètre 60,5. On redescendra pour ensuite attaquer le Puerto de Tudun, 7 km 1, 5,2% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Pour redescendre vers le sprint intermédiaire du côté de Royle. Ça peut être intéressant pour des Michael Matthews et autres, si le départ de course n'est pas trop élevé, de pouvoir se jouer le sprint intermédiaire à 50 bornes de l'arrivée. Et puis, on attaquera ensuite le Puerto El Colao au kilomètre 113, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée, le sommet, côte de deuxième catégorie. On redescendra vers le Puerto de Tibi, bonification au sommet de cette côte de troisième catégorie, 5 km 3, 5,3% de moyenne. Cette côte qui sera à moins de 10 km du pied du Balcón de Alicante. Et puis le Balcón de Alicante, alors j'ai du mal à voir parce que bien entendu les chiffres se chevauchent, mais 6,4 km de moyenne, j'ai l'impression que c'est 8 km à peu près de montée du côté du Balcón de Alicante. Donc il faudra faire attention dans cette difficulté et ça va bien finir la journée des coureurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Malac Production. Ciao ciao.